Le brouillard. Un brouillard recouvre notre monde, Seigneur, alors que nous attendons la venue de ton Fils incarné. Il menace, donc ce brouillard menace de nous envelopper lorsque nous ne savons pas comment répondre aux besoins de nos proches atteints de démence. Nous abandonnons nos cœurs à ta guidance dans notre service d'amour. Viens, ô divin Sauveur, guéris l'aveuglement de nos âmes, afin que nous soyons remplis d'une espérance jubilaire. Rafraîchis nos esprits, afin que nous sachions quoi faire et que nous ayons le courage de le faire. Répands ta paix sur toute la création, afin que tous puissent partager ta vie divine. Ô Fils incarné de Dieu. Allez-y, sœur Peter. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ravi d'être avec tout le monde. Elf et moi-même, nous attendons de faire cette présentation avec vous et nous espérons que chacun et chacune de vous, si vous avez des questions, sont libres de les poser à la fin. À la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de la démence. Est-elle évitable? Et je sais, il y a un micro ouvert. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, nous discuterons aujourd'hui de la démence et aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu général. Nous allons discuter du vieillissement normal, du vieillissement anormal du cerveau. Nous allons identifier les facteurs de risque. Il y a des micros ouverts. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Nous allons identifier les facteurs de risque qui mènent à un diagnostic de démence et nous allons explorer les programmes de prévention que les congrégations pourraient envisager de mettre en œuvre pour favoriser un vieillissement cérébral sain. Donc, les informations dans les prochaines diapositives sont peut-être familières à certaines d'entre vous, mais nous pensons qu'il est utile de passer en revue certains concepts fondamentaux liés à la démence afin de mieux comprendre si celle-ci peut être évitée. Alf, pouvez-vous décrire brièvement ce qu'est la démence? Je peux vous dire que la démence n'est pas une maladie unique. Il s'agit d'un ensemble de symptômes souvent observés chez les personnes âgées. Les symptômes de la démence entraînent un déclin des capacités intellectuelles, également appelées capacités cognitives, suffisamment graves pour nuire à la vie quotidienne et à l'autonomie. Donc, ces symptômes affectent également le comportement, les sentiments et les relations. Souvent, les symptômes de la démence apparaissent en même temps que les symptômes d'autres maladies liées à l'âge. Les maladies regroupées sous le terme général de démence sont causées par des modifications anormales du cerveau. Les maladies primaires à l'origine de la démence sont la maladie d'Alzheimer, qui est souvent associée à d'autres causes primaires telles que la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence frontotemporale. À ce jour, il n'existe aucun traitement reconnu pour ces maladies. Les symptômes de la démence peuvent également apparaître dans le cadre de maladies dans lesquelles ils sont considérés comme secondaires
à d'autres maladies plus clairement définies sur le plan physique, comme les maladies de Parkinson, maladie de Huntington, Creutzfeldt-Jakob, syndrome de Wernicke-Korsakoff, traumatisme crânien. Dans ces maladies secondaires de la démence, euh, dans certains cas, donc, il existe des maladies de traitement qui, bien que conçus et l'autre maladie, peuvent également réduire les symptômes de la démence. La dernière cause de symptômes de démence est souvent appelée pseudodémence, car les symptômes observés ne sont généralement pas dus à une lésion cérébrale, mais plutôt à un autre facteur qui provoque des symptômes temporaires de démence. Cette cause des symptômes de démence est souvent curable ou réversible. Cela nous amène à la première règle des études sur la démence. Assurez-vous d'obtenir un bon diagnostic. Et si vous avez entendu Alf et moi-même parler avant, c'est notre devise. Nous disons toujours, il est extrêmement important en travaillant avec la démence, dans le cadre du travail avec démence, un bon diagnostic est essentiel. Voyons maintenant la situation dans son ensemble. La démence est un problème mondial. À l'heure actuelle, on estime qu'un nouveau cas de démence est diagnostiqué toutes les 4 secondes. À ce rythme, on prévoit que 153 millions de personnes seront diagnostiquées avec une démence primaire d'ici 2050. Dans les sociétés avancées en particulier, le traitement de la démence est coûteux. On estime que d'ici 2050, les soins liés à la démence coûteront 1,3 billion de dollars américains par an à l'échelle internationale. Nous pensons que ce fardeau sera de coût sera dans les pays en développement, très développés. Donc, nous pensons que ce sont les pays à revenus intermédiaires qui auront le plus de mal à répondre aux attentes en matière de soins aux personnes atteintes de démence. Nous soupçonnons également que la prévalence dans les pays à faible revenu est probablement sous-estimée. À mesure que les pays en développement vivent plus longtemps, ils connaissent une augmentation plus importante du nombre de personnes atteintes de démence. La démence est une maladie liée au vieillissement. De plus, dans les pays en développement, des recherches montrent que la prévalence de la démence est souvent fortement sous-estimée car les symptômes sont attribués à d'autres causes. Dans un article publié dans la revue The Economist, il est indiqué qu'aucune société n'a mis au point de moyens durables pour fournir et financer les soins liés à la démence. Et il faut garder à l'esprit qu'il n'existe aucun remède contre les maladies causant la démence. Dans cette diapositive, vous pouvez voir comment la démence est en augmentation dans le monde entier et les prévisions sur les populations. L'impact donc de la démence dans le futur. Et lorsque nous parlons de l'impact, c'est le défi. Et c'est pourquoi nous retenons qu'il est important pour les diapositives suivantes de parler des moyens pour voir les facteurs de risque que nous pouvons considérer pour éviter
Mais nous avons besoin aussi de parler davantage du vieillissement normal et du vieillissement anormal. Donc, pour affronter l'avenir et réduire la prévalence de la démence, nous devons élargir notre vision de cette maladie. Ce graphique compare les capacités cognitives, intellectuelles et la mémoire des personnes d'une personne moyenne tout au long de sa vie. Chaque partie de notre corps est affectée par le vieillissement d'une manière ou d'une autre, y compris notre cerveau. Et s'il est facile de voir les années se refléter sur notre peau, par exemple, les changements dans notre cerveau ne sont pas aussi visibles, du moins au début. Mais à partir de la trentaine, votre cerveau commence à rétrécir, ce qui réduit son flux sanguin et diminue la taille de son réseau nerveux. Nous ne ressentons pas ces petits changements précoces. Et normalement, notre cerveau compense en développant de nouveaux nerfs et de nouveaux schémas de terminaison nerveuse. Cependant, à mesure que nous vieillissons, ces changements physiques commencent à affecter le fonctionnement de notre cerveau. Les chercheurs constatent que plus nous vieillissons, plus notre cerveau a besoin de temps pour traiter les informations et accomplir ses tâches habituelles, à savoir mémoriser, raisonner et réfléchir. Ce processus est également appelé fonctionnement cognitif. Avec le temps, la dopamine, la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs présents dans notre cerveau commencent également à diminuer, ce qui entraîne une baisse des performances cérébrales et une augmentation de la dépression. Dans certains cas, cela affecte certains d'entre nous plus que d'autres, mais cela reste considéré comme un vieillissement cérébral normal. Examinons maintenant le vieillissement anormal du cerveau. Le vieillissement anormal du cerveau se caractérise par des pertes si rapides et si profondes qu'elles perturbent la vie quotidienne. Au lieu d'oublier temporairement des noms et des rendez-vous, les personnes peuvent souffrir d'amnésie totale. Elles peuvent également commencer à poser sans cesse les mêmes questions et oublier les informations récemment apprises. Les capacités de planification et de résolution de problèmes peuvent également se détériorer et des tâches familières telles que conduire ou réciter des prières dans le livre des prières peuvent devenir difficiles. Et finalement, vous commencez à perdre la notion des dates, des saisons et du temps qui passe. Vous avez même des difficultés à vous exprimer à l'oral ou à l'écrit. Cela découle des problèmes occasionnels, par exemple trouver les mots justes, avoir de plus en plus de difficultés à participer à une conversation, et cette progression est représentée par la ligne rouge qui indique un vieillissement anormal du cerveau et qui est appelé démence. Et toutes les personnes qui font l'expérience ne sont pas, pour nous, visibles. Ceci n'est pas pour nous un fardeau, mais c'est un impact qui nous donne l'opportunité de montrer notre compassion et notre compréhension des personnes qui font l'expérience de la perte de mémoire. La démence est une perte cognitive et mémorielle suffisamment grave pour que vous ne soyez plus en mesure de prendre soin de vous-même en toute sécurité et que vous deviez compter sur quelqu'un d'autre pour vous aider dans votre vie quotidienne. Nous mesurons ces pertes par étapes.
en fonction de l'aide dont nous avons besoin dans la vie quotidienne. Cette approche traditionnelle a toujours considéré la démence comme une perte d'autonomie inévitable et progressive, nécessitant l'utilisation de médicaments et d'une aide personnelle. Cependant, les perspectives contemporaines sur le vieillissement, la cognition et la mémoire exigent une compréhension plus large de la démence. Les chercheurs ont orienté leurs efforts vers l'identification des changements qui surviennent dans notre corps vieillissant avant l'apparition des symptômes de la démence. Ils s'accordent à dire qu'il est plus facile d'éviter ou de minimiser les symptômes de la démence avant qu'ils n'apparaissent. Les chercheurs ont appelé la période précédant la démence trouble cognitif léger. Il s'agit d'une période pendant laquelle une personne s'inquiète d'une perte de ses capacités cognitives et de sa mémoire supérieure à la normale. En général, les personnes diagnostiquées avec des troubles cognitifs légers peuvent vivre seules, mais elles rencontrent des difficultés notables dans leur vie quotidienne. Souvent, ces difficultés sont identifiées par les personnes elles-mêmes, mais le plus souvent, elles sont remarquées par leur entourage. Dans le cas d'une déficience cognitive légère, la personne peut encore vivre de manière autonome, mais avec certaines différences par rapport au vieillissement normal. Jusqu'à la moitié des personnes chez qui une déficience cognitive légère a été diagnostiquée continuent de vieillir sans développer de démence. Mais jusqu'à la moitié d'entre elles finissent par développer une démence. Cependant, comme le risque de démence augmente avec l'âge, de nombreuses personnes âgées chez qui une déficience cognitive légère a été diagnostiquée décèdent d'autres causes avant de présenter des symptômes de démence. Donc même avant l'apparition des symptômes d'une déficience cognitive légère, lorsque nous présentons un vieillissement cérébral normal, nous pouvons être confrontés à un vieillissement cérébral anormal. Les chercheurs appellent cela le stade présymptomatique de la démence. Il s'agit d'une phase silencieuse, pendant laquelle nous fonctionnons sans aucun signe apparent de perte cognitive ou de mémoire, du moins aucun qui puisse être mesuré. Nous pouvons nous-mêmes remarquer de légères pertes ou modifications, mais personne d'autre ne les remarque. Et aucun test ne permet de les détecter. La plupart du temps, si nous remarquons de légères pertes de mémoire ou de réflexion peu fréquentes, nous les attribuons au processus naturel de vieillissement. Le stade présymptomatique peut être évité grâce à des interventions précoces. Dans la plupart des cas, plus nous suspectons ou détectons tôt les symptômes précoces, plus nous agissons rapidement, que ce soit au stade présymptomatique ou dès le diagnostic d'une déficience cognitive légère, plus nous avons de chances de minimiser le risque de démence. Cela
passe notamment par des ajustements du mode de vie quotidien. Donc, dans une phase présymptomatique pour les personnes âgées de 65 à 69 ans, environ 2 personnes sur 100 souffrent de démence. Le risque de démence augmente ensuite avec l'âge. Il double tous les 5 ans et à 90 ans, environ 33% des personnes sur 100 souffrent de démence. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses par rapport au vieillissement. Nous avons aussi un autre facteur qui est génétique, de nature génétique, qui détermine si nous allons avoir des symptômes de démence. Chacun de nous euh, reçoit une part de ses parents. Il y a plus de 20 gènes à risque qui ont été identifiés à ce jour et la plupart d'entre eux n'augmentent que légèrement le risque de démence. Le plus important est l'apolipoprotéine E. Et si vous héritez une copie de ce gène de chacun de vos parents, ceci peut multiplier par 4 le risque de développer la maladie. Le fait d'avoir une copie des parents n'augmente que légèrement le risque. Donc, l'aperçu des facteurs de risque de démence présymptomatique. Le diagnostic et la prise en charge précoce de certaines maladies chroniques pouvant entraîner une démence, et ceci est important, peuvent réduire le risque de démence à mesure que les personnes vieillissent. Je vais répéter. Le diagnostic et la prise en charge précoce de certaines maladies chroniques pouvant entraîner une démence peuvent réduire le risque de démence à mesure que les personnes vieillissent. Sur cette diapositive, vous pouvez voir que nous avons cité la diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le surpoids important, l'hypercholestérolémie, les maladies cardiaques ou des troubles ayant un impact direct sur les fonctions cérébrales, comme les traumatismes crâniens, la dépression ou l'agitation. Je répète, ignorer ou ne pas traiter ces maladies chroniques augmente considérablement le risque de démence. Il existe de plus en plus de preuves que nos choix de mode de vie peuvent influer sur notre risque de développer à la fois l'ensemble des maladies qui conduisent à la démence et les maladies primaires qui causent directement la démence. Cela inclut le manque d'éducation, la faible activité physique, la consommation d'alcool, le tabagisme, la solitude et l'isolement social, le manque de soutien social, le manque d'objectifs. Tous ces facteurs peuvent augmenter le stress et peuvent contribuer à des troubles euh, qui peuvent mener à ces troubles euh, qui mènent à leur tour à la démence. Un autre facteur que nous devons considérer est le facteur
Environnemental. Les facteurs de risque environnementaux liés à la démence, notamment la pollution atmosphérique, l'exposition aux métaux lourds, la pollution lumineuse nocturne et l'absence d'espaces verts peuvent avoir une influence significative sur la santé cognitive et le risque de développer une démence. Malheureusement, 75% des pays interrogés par l'Organisation mondiale de la santé en 2021 ont déclaré que la démence était associée à une stigmatisation négative. Cette stigmatisation négative peut augmenter le risque de démence en provoquant une réaction excessive, une dépression, une agitation et un retrait social chez les personnes qui pensent qu'une autre personne est atteinte de démence. Malheureusement, il a été constaté que cette stigmatisation négative retarde, voire empêche certaines personnes âgées de modifier leur mode de vie afin de réduire ou de ralentir la progression de la démence. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article que nous citons sur la diapositive. Il a également été constaté que la stigmatisation liée à la démence entraîne une perte de dignité tant pour le patient atteint de la démence que pour son aidant. Vous pouvez vous dire lequel de ces facteurs présente le risque le plus élevé? La diapositive suivante va vous le montrer. Donc, les facteurs de risque les plus élevés de démence présymptomatique. Si l'on exclut l'âge et la génétique, que nous ne pouvons pas beaucoup changer, voici les facteurs de risque que nous pourrions examiner pour empêcher l'apparition des symptômes de la démence. Il s'agit d'une liste intéressante. Le faible niveau d'éducation et la perte auditive sont deux risques que vous pouvez traiter vous-même par l'éducation et les appareils pour vous aider à entendre. L'isolation et l'isolement social sont des problèmes pour lesquels vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un psychologue ou d'autres professionnels. Les autres problèmes peuvent tous être résolus en élaborant un programme de santé amélioré. Nous vous suggérons là où possible de consulter un professionnel de la santé clinique. La beauté de tout ceci est que tous les principaux facteurs de risque de développer une démence, à l'exception du vieillissement et de la génétique, sont tout à fait gérables. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent une analyse plus détaillée, nous avons fourni une copie imprimée des informations soutenues dans le document. Nous avons passé des heures à faire des recherches pour identifier les facteurs de risque avant l'apparition de symptômes de démence. C'est à partir de ces résultats et recherches que nous avons élaboré notre programme de soins pour la démence. Les recherches montrent que la démence résulte souvent d'une combinaison de plusieurs facteurs pathologiques. Dans les pays développés, le risque de démence est le plus élevé chez les personnes présentant certaines combinaisons de maladies préexistantes. Par exemple, des affections telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et la dépression sont souvent liées à des infections et inflammations systémiques qui affaiblissent la résilience du cerveau et augmentent le risque de démence. De même, l'hypertension artérielle associée à des antécédents d'accidents vasculaires ou de troubles du rythme cardiaque peut altérer la fonction vasculaire du cerveau.
augmentant ainsi le risque de démence. Les facteurs liés au mode de vie, notamment la sédentarité, l'isolement social et la dépression, peuvent diminuer l'activité cognitive, l'exercice du cerveau, tandis que les troubles du sommeil, l'obésité et la dépression aggravent encore la vulnérabilité. À l'avenir, le risque de démence devra être évalué dans le contexte plus large de la santé globale plutôt que dans celui des pathologies isolées. Donc, dans l'espoir que les informations présentées jusqu'à présent vous aient permis de mieux comprendre la définition de la démence, le vieillissement anormal et normal du cerveau, ainsi que certains des risques liés au développement de la démence, nous allons maintenant procéder à aborder les sujets suivants. L'importance d'avoir une évaluation des besoins pour identifier les risques euh, qui euh, projettent la démence, qui prédit la démence. Donc, prédire la démence, une évaluation des besoins, prévention de la démence, conception d'un programme et intervention visant à réduire les risques et repousser la démence, programme de pilote et réduction de la progression. Nous avons discuté de prédire la démence et avec cette compréhension, discutons des moyens de développer un programme qui aide à minimiser certains risques de manière proactive. Nous, nous vous avons donné un ensemble, un aperçu de toutes les recherches que nous connaissons. Et maintenant, nous allons vous donner une manière pratique de voir ceci pour, voilà, trouver des moyens pour minimiser ce risque. Nous proposons que chaque congrégation mène une enquête dans chaque couvent. Quel est le mode de vie? Le, donc, l'enquête sur le mode de vie doit avoir le suivant. Quel type d'activité physique les couvents pratiquent-ils quotidiennement? Donc, qu'est-ce que les sœurs font au niveau quotidien dans leur couvent? Y a-t-il suffisamment de programmes pour les jeunes, pour les moyens, les sœurs d'âge moyen et les sœurs âgées? Avons-nous un diététicien qui nous aide à préparer nos repas quotidiens? Ou cherchons-nous, en tant que communauté, des moyens de proposer une alimentation saine lorsque nous cuisinons à tour de rôle? Que signifie avoir une alimentation saine en fonction de nos ressources et de l'endroit où nous vivons? Très important. Est-ce que nous maintenons des liens avec les personnes qui sont importantes dans notre vie et celles avec lesquelles nous aimons passer du temps afin de pouvoir continuer à nous soutenir mutuellement? Comment veillons-nous à ce que nos aînés aient un sentiment d'appartenance et fassent partie intégrante du ministère, de la vie communautaire et surtout de la vie spirituelle? Est-ce que nous surveillons notre état de santé? Est-ce que nous mettons notre cerveau au défi en apprenant de nouvelles choses? Après avoir passé en revue les modes de vie, prenez le temps de discuter entre vous des nombreuses possibilités et ressources qui s'offrent à nous. Évaluez les espaces utilisés pour diverses réunions
Demandez-vous si cet espace favorise l'indépendance ou la dépendance. Est-il confortable pour tous ceux qui l'utilisent? Est-ce que nous disposons d'un système audio adéquat, d'un espace de rangement? Est-ce que toutes les personnes se sentent confortables à utiliser ces lieux? Est-ce que nous avons par exemple des toilettes pour personnes handicapées? À quelle distance se trouve-t-elle de la chapelle? Donc, formez une équipe d'experts. Disposez des experts au sein de votre communauté, des infirmières, des enseignants, des travailleurs. Examinez les différents programmes et la manière dont ils peuvent être intégrés pour favoriser la santé cérébrale. Enfin, cherchez à établir des relations avec d'autres congrégations qui pourraient disposer des systèmes de santé. Il est aussi important de voir les obstacles possibles. Même s'ils présentent des défis, les obstacles peuvent aussi être des opportunités pour trouver des solutions. Donc, ces obstacles peuvent être limitations en matière de mobilité. Nos salles de réunion, par exemple, ne sont pas adaptées pour permettre à nos sœurs aînées d'accéder aux réunions de groupe, ou nous ne disposons peut-être pas de moyens de transport appropriés pour faciliter les réunions de groupe. Comment nous pouvons aider à résoudre les problèmes de mobilité? Les préoccupations cognitives. Pensez les horaires. Nous pouvons modifier les horaires hier, particulièrement pour les sœurs qui souffrent de troubles cognitifs légers. Peut-être nous faisons une ou deux fois par semaine afin de permettre aux sœurs de participer plus pleinement, donc de manière modifiée en faisant nos prières. Peut-être vous n'en avez pas dans vos communautés, mais il y a toujours des sœurs qui disent, mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait les choses de cette manière depuis toujours. Et moi, je les appelle le club des sœurs qui disent, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Il faut que nous soyons plus flexibles, inclusives de toutes les sœurs, particulièrement des sœurs qui peuvent commencer à faire l'expérience de perte de mémoire. L'identification des ressources, identifier les ressources nécessaires. Peut-être il y a des subventions pour vous aider à obtenir des ressources supplémentaires. Est-ce qu'il y a des collaborations que vous pouvez établir avec d'autres congrégations? Et soyez très ouvertes à être là et à être d'aide les unes pour les autres. Ensuite, nous devons considérer les activités spécifiques que nous pourrions proposer dans le cadre d'un programme qui vise à réduire le risque de la démence. L'activité la plus étudiée et la plus recommandée est l'exercice physique. Cela comprend les activités aérobiques telles que la marche et les exercices qui augmentent le rythme cardiaque ainsi que les exercices anaérobiques tels que la musculation et les étirements. Les deux améliorent le flux sanguin vers le cerveau. Avant de commencer un programme d'exercice physique, il est essentiel d'obtenir l'accord d'un professionnel de santé. Le deuxième exercice le plus important est l'exercice cognitif ou intellectuel. Ces exercices concernent les parties de votre cerveau que la plupart des personnes tiennent pour acquises, telles que la mémoire et la pensée créative.
Si les jeux vidéo et la lecture sont d'excellents exercices pour le cerveau, les activités sociales présentent encore plus d'avantages. Pour socialiser, votre cerveau doit réfléchir à ce que disent les autres, aux options qui s'offrent à vous pour discuter, ainsi qu'à toute raison et logique associée au sujet dont vous discutez. Des recherches montrent, des recherches montrent que le fait de combiner plusieurs de ces activités, comme marcher et discuter avec un compagnon ou participer à un groupe d'exercice ou de discussion, augmente les bienfaits du cerveau. Et enfin, n'oublions pas l'alimentation. Les repas alimentent votre cerveau et votre corps pour vous permettre d'être actif mentalement et physiquement. Évaluez votre alimentation quotidienne et comparez-la à des régimes adaptés à votre âge, tels que le régime méditerranéen ou le régime DASH, afin de vous assurer que vous consommez des aliments bons pour votre cerveau. Il existe d'autres aspects à prendre en compte lors de la conception d'un programme pour un cerveau en bonne santé. Nous les avons déjà mentionnés et peut-être vous les suivez, mais ils sont très importants pour le vieillissement cérébral. Le premier consiste à prendre soin de la santé du reste de notre corps en passant des examens médicaux annuels et en traitant tout changement inhabituel dans la perception, l'équilibre ou la pensée que vous pourrez ressentir. Il est très important de rester à l'écoute. Beaucoup de personnes considèrent que les nouvelles douleurs, les problèmes d'équilibre, d'audition, de vision sont normaux avec l'âge. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent être des signes précurseurs de démence. Donc, faites les examens médicaux. Par exemple, la perte auditive est souvent négligée. Aujourd'hui, on sait que la perte auditive et certaines causes de perte de vision augmentent le risque futur de démence. Si une personne se voit prescrire des appareils auditifs, veillez à ce qu'elle les utilise. Souvent, leur utilisation semble trop compliquée et ils restent inutilisés. Le sommeil est un autre élément important à surveiller. Un sommeil trop long ou trop court, plus de 8 heures ou moins de 6 heures, peut augmenter le risque de démence. Donc, en règle générale, les siestes sont acceptables, mais elles ne doivent pas dépasser 30 minutes et doivent être prises avant 15h30 et non après, parce que ceci va déranger votre rythme. Le sommeil est en relation avec la dépression. Les personnes pensent que le sommeil et la dépression sont normaux avec le vieillissement, mais ce n'est pas le cas. Donc, évaluez les choses et faites les activités que nous avons mentionnées, la bonne alimentation, etc. Vous pouvez réduire votre risque de développer une démence. Et Sir Peter va parler, je crois que par rapport à la dépression, beaucoup pensent avec le vieillissement, on retient que qu'on est normalement déprimé parce qu'on perd des choses, mais les recherches montrent que si vous suivez tout ce que nous avons mentionné sur les diapositives, vous êtes en avantage dans votre communauté, vie communautaire, et le risque de démence peut diminuer. L'étape 2, nous avons parlé du physique, de l'espace, mais ce qui est aussi très important pour nous,
qui vivons dans des communautés, dans des congrégations, et inclure le plus important, la composante euh, spirituelle, parce que c'est ce que nous sommes. L'Union internationale des supérieurs générales et la Conférence des supérieurs générales ont réuni des experts pour 3 ans pour discuter la formation continue des communautés religieuses inclusives envers les personnes à tête de démence. Un aspect clé de cette vision était de veiller à ce que la démence soit intégrée dans les principes fondamentaux et les fondements de la vie religieuse. Dans les diapositives à suivre, je vais vous donner un résumé de l'orientation stratégique que Sir Shebon et Sir Elizabeth Davis ont travaillé, qui résume la vision et la mission de cette initiative, et qui est aussi présentée et qui est aussi fondée, soutenue par la Fondation Conrad Hilton. Il est très important dans la conception spirituelle du programme de développer de nouvelles expressions de la vie religieuse. Donc, de faire appel à des théologiens, des spécialistes et des ministres pastoraux, donc une vie pastorale qui soit inclusive, donc développer de nouvelles expressions de vie religieuse. Donc engager des théologiens, des spécialistes, des écrits et des ministres pastoraux pour développer ces voies, développer des ressources pour la pastorale auprès des personnes atteintes de démence. Écouter et répondre aux voix. Écouter. Écouter les voix des personnes qui font l'expérience de démence et qui vivent avec les personnes atteintes de démence. Donc, nous proposons de commencer un programme pilote interne. Donc, vérifiez quelles sœurs aimeraient participer. Vous pouvez avoir, pour vous donner une idée, une intervention de 6 mois qui peut être valuée et communiquer les résultats aux autres. Donc, nous pouvons, donc je propose d'organiser une équipe de soins de santé capable d'aider à formaliser un programme solide de prévention de la démence sur les points que nous avons discutés aujourd'hui. Comme toujours, lorsque vous commencez par les programmes de santé, donc évaluer l'efficacité, vous pouvez toujours trouver des moyens pour faire les ajustements et identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. La révision des choses est importante. Et je pense que nous parlons toujours, elle et moi, de l'étude des Sœurs de Notre-Dame. Peut-être vous l'avez déjà lu, on en a parlé dans plusieurs articles. Il s'agit d'une étude continue qui a commencé grâce à l'école des Sœurs de Notre-Dame. Il y avait 678 sœurs à travers les États-Unis et chaque sœur participait à des évaluations neuropsychologiques et a autorisé les chercheurs à accéder aux dossiers personnels conservés par les couvents.
Le don du cerveau était une condition préalable à la participation à l'étude. Au cours des 30 années suivantes, plus de 600 autopsies cérébrales, donc 600 autopsies cérébrales ont été réalisées et de nombreux articles de recherche sur la démence ont été publiés. Donc, je vous invite à lire beaucoup de ce travail. Nous avons ici les résultats. Et ceci montre être en communauté, euh, comment nous pouvons protéger contre le risque de la démence. Les résultats sont présentés. L'infrastructure et la communauté combinées à une mission commune, une vie intergénérationnelle, ont permis de créer des réseaux sociaux solides, de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et de prendre soin des religieuses qui souffraient d'un déclin cognitif. En d'autres termes, le simple fait d'être religieuse protège contre le risque de la démence. Donc, être sœur, nous pouvons être protégés de tous les risques. Alf, la démence. Alors, ma question à Alf, la démence est-elle évitable? Nous devons comprendre que la démence représente l'un des plus grands défis mondiaux en matière de santé de notre époque, avec une prévalence croissante avec le nombre de personnes atteintes, les coûts exorbitants, les répercussions profondes sur les individus et les personnes qui prennent soin des personnes atteintes de démence. Si l'âge et la génétique restent des risques inévitables, les recherches montrent que le dépistage précoce, les changements de mode de vie, les réseaux sociaux solides et la gestion proactive de la santé peuvent réduire ou retarder considérablement les symptômes. La leçon est claire, la démence n'est pas inévitable. En élargissant notre perspective au-delà de la vieillesse, en mettant l'accent sur la prévention tout au long de la vie et en créant des communautés solidaires, nous pouvons inverser la tendance en matière de démence et créer un avenir plus durable pour les soins de la santé et la santé cognitive. Donc, en sachant tout sur les risques liés à la démence, est une grande ressource de motivation car les personnes sont plus motivées à éviter les pertes qu'à réaliser des gains. Les adultes d'âge moyen craignent de perdre leur indépendance, leurs souvenirs et leurs relations. L'éducation est clé, mais la prévention ne peut se faire sans planification et sans participation. Les campagnes les plus efficaces combinent plusieurs facteurs de motivation. Montrer l'adoption par les pairs. Nous pouvons voir des avantages immédiats. Vous pouvez vous sentir mieux tout de suite. Et nous pouvons documenter, avoir des plans d'action spécifiques. Et certainement voir le suivi des progrès. Ce que nous sommes en train de dire est traduire la menace abstraite de la démence en actions concrètes, gérables, immédiates et gratifiantes. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui? L'objectif n'est pas d'éviter la mort ou de nier le vieillissement, mais de vivre pleinement, avec vitalité et dans le service aussi longtemps que possible. Et lorsque le déclin survient, de l'affronter avec le courage et la grâce qui découlent d'une vie bien vécue en réponse à l'appel de Dieu et de notre vie commune.
Encore une fois, c'est un résumé de tout ce que nous avons dit, l'exercice physique, l'engagement cognitif, les connexions sociales, le régime alimentaire, la gestion de la santé, l'utilisation d'appareils auditifs, maintenir un sommeil de qualité et traiter la dépression. Nous, en tant que communauté qui vit ensemble, nous avons des opportunités pour trouver les moyens et les voies qui minimisent le risque de la démence. Nous sommes reconnaissantes à chacune de vous, hmm, chacun, chacune de vous d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je redonne la parole à Siobhan pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Merci, Sœur Siobhan. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Sœur Peter et à Anne pour cette présentation de grande inspiration. Merci d'être sur ce parcours partagé. Et en tant que religieuse dans les communautés, c'est notre appel de vivre l'Évangile de manière à offrir le témoignage de guérison. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et je vais par la suite vous dire, parler de notre prochaine webinaire. Merci pour les applaudissements. Merci pour les applaudissements et les réactions. Si vous avez des questions, nous avons dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions alors que vous revoyez les diapositives, sentez-vous libre d'envoyer des emails. Et Sœur Shibon va nous envoyer vos questions. Je suis aussi disponible de prendre le temps de parler aux personnes via Zoom. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, soyez libre de m'écrire et je peux voir euh, comment faire avec Sœur Patricia, nous qui nous avons la tâche de vous accompagner dans ceci. Il y a une question. Donc, chaque jour est un nouveau jour. Même si une communauté a la moyenne d'âge de 87, vous n'avez pas manqué de prévention. Les mêmes règles peuvent être appliquées. Faites une promenade, parlez avec les personnes, gardez les engagements, les connexions sociales. La tendance est de devenir plus seul, mais garder le sentiment de la communauté, garder l'engagement social et éthique. Donc, sentez-vous libre d'envoyer vos pensées via email. Ou bien nous pouvons organiser pour vous voir via Zoom. Il y a une autre question. Donc, on parle de l'importance de dormir. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir plus que 2 heures, c'est un symptôme de dépression. Oui, si vous ne dormez pas assez, votre corps ne travaille pas sa résilience. Donc, ceci vous rend plus susceptible à tous les autres facteurs que nous avons mentionnés. Très important pour le diabète précoce.
il faut pas donc, il faut prêter attention aux petites douleurs, tout ce qui peut avoir un impact sur notre vie va avoir un impact sur notre sommeil. Il est important de dormir bien. Oui, vous allez recevoir les diapositives. Vous allez recevoir les diapositives comme l'enregistrement de cette réunion. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, les webinaires prochains en 2026. Donc, tout va être disponible sur YouTube, sur le canal YouTube de Anatrast. Donc, les médicaments sont donnés par les médecins, les psychiatres. Comment bien dormir? C'est une question très importante. Je pense que qu'alors nous grandissons, nous n'arrivons pas à calmer notre cerveau et nous nous réveillons la nuit en nous disant, est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait là? Mais il y a plusieurs techniques que vous pouvez adopter, certainement la méditation, euh, ALF, l'exercice physique, l'activité physique. L'activité physique vous aide à dormir mieux. Et si- l'activité ne veut pas dire que vous devez faire du poids, soulever du poids, mais juste euh, faire une promenade, marcher. Il y a une autre question sur la communauté, les relations, l'éducation de toute la communauté, afin que toute la communauté comprenne les personnes qui sont atteintes. euh, il est très important pour les personnes qui souffrent de perte d'audition ou de vision de mettre les appareils auditifs ou bien les lunettes. L'éducation est très importante dans ceci. Nous avons besoin de... Donc, il est impératif de les encourager à utiliser donc les appareils et les lunettes. Comment soutenir les sœurs qui trouvent de la difficulté à mettre les appareils? Donc, l'évaluation de la mise en place des appareils auditifs est très importante dans les cliniques et de s'assurer que les batteries fonctionnent. Et aussi, la douleur physique est très importante. Donc, parfois, des petites inflammations peuvent causer des douleurs. Il faut vraiment prêter attention à ces douleurs qui peuvent causer des agitations. Danser aide, la musique est importante. Est-ce que la musique peut éviter la démence? Peut-être, Alf, tu peux dire quelque chose? La danse, danser socialement avec les amis ou bien très important.
parce que vous avez besoin de contrôler votre corps en harmonie avec quelque chose que vous entendez, mais aussi en coordination avec une autre personne. Et l'autre chose, la danse peut être aussi pratiquée même à un âge avancé. Les personnes peuvent trouver utile l- dans la conception des programmes, des prières et des activités. Donc les activités, les massages. Donc, des programmes qui ont été conçus pour répondre aux besoins de communication avec les personnes de la démence, atteintes de démence. Je suis reconnaissante à vous tous. Donc, dans ce temps d'avant, nous souhaitons à tout le monde un Noël, un très joyeux Noël. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes partis, membres de notre famille. N'hésitez pas à nous contacter. Je laisse la parole à Sœur Chivonne et nous allons nous rencontrer le 21 janvier où nous allons faire un webinaire de titre Sauvegarde des religieuses âgées, défis et orientations par le père Hans Zollner, donc directeur, ex-directeur de l'Institut anthropologique ou directeur actuel à l'Université pontificale grégorienne le 21 janvier 2026. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à vous inscrire. Je voudrais aussi vous aider à compléter l'évaluation, le lien de l'évaluation que nous venons de partager. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais les envoyer à Sœur Peter. Au nom de Anna Trust, je vous remercie. Donc, merci à Myriam, à Gianluca, toutes les personnes présentes. Je vous souhaite un temps d'avant comblé, béni, un joyeux Noël. Ayez une bonne célébration et nous nous retrouvons en 2026. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse.